Il y a de cela quelques années, j'ai décidé d'abandonner un revenu de 12 000 € par mois, alors même que je travaillais pour le groupe Areva, devenu Orano. Et plusieurs personnes m'ont demandé, mais comment tu peux laisser autant d'argent? Comment ça se fait que tu décides de tout abandonner pour te lancer en Afrique dans tes affaires? Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui s'est réellement passé, ce qui m'a fait prendre une telle décision. Et je vous invite à écouter l'extrait suivant. Ici, la radioactivité est 2 fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl. La ville est sortie de terre dans les années 70 grâce à ses gisements d'uranium. Elle est bordée par 2 immenses mines, gérées par des filiales de la multinationale française Orano, que tout le monde ici appelle encore Areva. De cet uranium, les habitants d'Arlit n'en aperçoivent que le relief. Ces immenses stériles jaunes, des résidus miniers entreposés à l'air libre. Les poussières, portées par le vent du Sahara, s'engouffrent dans la ville, jusqu'à l'intérieur des habitations. Qui parmi vous est malade aujourd'hui? Certains sont hémiplégiques. D'autres souffrent de maladies chroniques. Qui estime que c'est à cause d'Areva que vous êtes malade, ici? Officiellement pourtant, ici, aucun habitant ni aucun salarié d'Areva n'a jamais été reconnu malade à cause de la radioactivité. Le seul qui l'ait été, c'est un salarié français qui n'a passé que 7 ans dans cette ville, quand la plupart de ces hommes vivent et travaillent ici depuis plus de 40 ans. Dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB, mais ne souhaite pas répondre à nos questions, par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Dans la poussière, les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. Pour mesurer les potentielles retombées de poussière radioactive sur la population, nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité. Bonjour Martin Boudou, ça va? Pour nous aider à le manipuler, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire à la CRIRAD, la seule association indépendante française qui travaille sur la radioactivité. « 150, 160. Très vite, notre compteur s'emballe. 3000 coups par seconde. Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année. Des éléments très radioactifs comme ça au milieu d'Arlit, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis choqué et c'est ce qui m'amène dans cette livre. Et c'est pourquoi j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout. Je continue à risquer tout parce que ça me choque. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants et les pauvres femmes innocents dans de tels machins. Et ça, vous savez, c'est destiné à quoi? C'est destiné à une construction d'une maison, voilà, ou d'une école. Ceci est un extrait de l'épisode Vert de rage, l'uranium de la colère, qui a été visible sur France Télévisions. Dans cette vidéo, on va se dire quelques vérités. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset, parce que c'est avec tout ça qu'on va développer le continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes et tu partages massivement nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire ou qui vivez déjà à Abidjan, vous le savez, on a sur place une société de location de voitures et on met à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Donc contactez-nous au numéro qui s'affiche.
Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, en plein cœur d'Abidjan, nous avons là aussi ce qu'il vous faut. Vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous voyez les disponibilités, vous réservez votre place. Et puis enfin, si vous voulez plutôt une maison pour vous, pour votre famille au pays, ou alors simplement comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. Tous les samedis désormais, nous organisons des visites sur site à Bingerville pour vous présenter nos maisons. On a plusieurs chantiers en cours et vous pouvez les voir, toucher du doigt et bien évidemment décider de votre achat. Aujourd'hui, je veux revenir donc sur un épisode très important de ma vie, mon départ en tant que prestataire du groupe Areva, pour lequel j'ai travaillé quand même pendant quelques années sur plusieurs projets de centrales nucléaires, Flamanville notamment, et puis vers la fin pour Hinkley Point, l'EPR anglais. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, Areva, devenu Orano, c'est une très grande entreprise française qui travaille dans le domaine très pointu du nucléaire. Et donc, bien évidemment, moi, en tant que prestataire, j'ai travaillé pendant plusieurs années à la tour Areva d'ailleurs, à la Défense, sur plusieurs projets de centrales. Je travaillais principalement au niveau des approvisionnements d'équipements mécaniques. Et donc, j'avais plusieurs fournisseurs dans le monde que j'allais voir pour pouvoir m'assurer qu'ils fabriquaient les équipements mécaniques qui étaient dans les lots, qui étaient les miens techniquement. Et ceci m'a amené parfois à faire des visites sur des chantiers et parfois même sur des sites sur lesquels il y avait du traitement de l'exploitation des centrales nucléaires. Et c'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Techniquement, tout ce qu'on y fait, c'est vraiment bluffant. Et pourtant, j'ai décidé de quitter de là. J'ai décidé de partir de cet univers dans lequel je gagnais plutôt royalement bien ma vie. Au début, je touchais à peu près 3 600 euros. Et puis, j'ai décidé de basculer comme indépendant. Et à partir du moment où je suis devenu indépendant, j'avais tous les mois un chiffre d'affaires de 12 000 euros. Et je pense que c'est le chemin royal. Beaucoup de personnes qui sont dans les métiers informatiques, de la finance, du jour au lendemain, savent bien que s'ils basculent en tant que consultant indépendant, ils vont gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient en tant que salarié. C'est le choix que j'ai fait moi. Et pourtant, malgré les 12 000 euros de revenus, j'ai décidé d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, je sentais que j'étais en inadéquation avec mes valeurs. Je sentais que je n'étais pas du tout aligné. Je sentais que je gagnais peut-être de l'argent. J'étais plutôt bon dans le métier que je faisais, mais je travaillais pour une boîte qui était quand même très critiquée par rapport à ce qu'elle faisait sur le continent africain, parce que des reportages comme ceci, il y en a depuis plusieurs années, qui montrent comment l'entreprise Areva, sur plusieurs de ses sites, notamment au Niger, laissait derrière elle des endroits qui étaient très radioactifs et qui contribuaient à faire tomber malades les populations sur place. Parce qu'une fois que le travail était fait, une fois qu'on avait terminé l'extraction, il n'y avait pas derrière toutes les mesures écologiques nécessaires pour s'assurer que le site n'était pas nocif pour les gens qui habitaient tout autour. Il faut savoir qu'un endroit comme Arlit, par exemple, c'est la centrale nucléaire, c'est le traitement de l'uranium qui a amené de la vie là-bas. Au début, c'était un endroit désert, il n'y avait personne. Et puis avec le temps, avec le développement de l'activité, des milliers de personnes sont venues habiter à 2 pas de la centrale pour travailler directement à la centrale. Et donc, ça a forcément créé une certaine économie qu'on a l'habitude de mettre en avant. Et c'est vrai qu'une activité comme celle-là, l'exploitation des mines, crée beaucoup de travail tout autour. Par contre, l'aspect environnemental, qui coûte très cher, quand il est respecté, n'est pas souvent respecté en Afrique. Et bien évidemment, nous n'avons peut-être pas les moyens techniques de s'assurer et de mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles puissent nettoyer leurs déchets. Or, dans le domaine du nucléaire, les déchets peuvent avoir un impact énormissime. Donc tout ceci faisait que je n'étais plus très à l'aise à l'idée de travailler chez Areva. Et j'ai donc commencé à chercher des voies de sortie. Et je tiens à préciser ici que beaucoup d'entre nous dans la diaspora, nous travaillons dans des grands groupes qui font des choses qui sont sales sur le continent. Et vous le savez, beaucoup d'entre nous travaillons dans plusieurs groupes pour lesquels on sait pourtant qu'ils sont mêlés à plusieurs choses. Et je sais que dans bien des cas, les Africains qui bossent dans ce genre de boîte ont un problème de conscience. On se dit, bon, je bosse dans une boîte, mais elle est quand même accusée en parallèle de détruire le continent, de faire de travailler de manière pas écologique, pas respectable en Afrique. En gros, beaucoup de boîtes font en Afrique ce qu'elles ne feraient pas ailleurs. Elles ne feraient pas le début du commencement de ce qu'elles font en Afrique, en Europe par exemple. Parce que ce genre de site, laissé comme ça à l'air libre, qui peut bien évidemment rendre des gens malades, on est sûr qu'en France, il y aurait tout de suite tellement d'associations qui vont dénoncer ça, que ça va être bien évidemment fait de manière propre et carrée. Mais en Afrique, il n'y a pas de moyen de pression. Et aujourd'hui d'ailleurs, Areva est devenu Orano. Est-ce qu'on peut encore poursuivre Orano pour des choses que Areva a faites? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un fait, c'est un constat. Et là, ce sont des journalistes français qui sont allés faire l'investigation pour mettre tout ceci à nu. Mais je tiens à raconter l'autre partie de l'histoire. Parce que l'envie d'investir en Afrique, en réalité, m'est venue du fait que quand j'allais en vacances, je me rendais compte qu'avec peu d'argent, je parvenais à avoir de l'impact dans la vie des gens sur place.
Je me rendais compte qu'avec peu d'argent, je parvenais avec 100 euros, 150 euros, à donner de l'argent à un menuisier, à un plombier qui venait faire des travaux à la maison et qui repartait très content. Et pour lui, c'était de l'argent pour prendre sa famille en charge. Je me suis rendu donc compte qu'en fait, peut-être que chez Arriva, je travaillais, je gagnais bien, mais j'étais juste un pion dans un grand système. En Afrique, ma vie pouvait compter. En Afrique, mes actions pouvaient avoir un impact. Et c'est de là qu'est réellement née l'envie de faire davantage de choses en Afrique. Et je veux tenir ce discours ici parce que beaucoup d'entre nous, nous voulons avoir de l'impact. Nous ne voulons pas juste être des gens qui ont une vie classique et monotone, métro, boulot, dodo. Nous voulons que nos vies comptent à quelque chose. Nous voulons contribuer à réaliser quelque chose de plus grand que nous. C'est le but ultime d'ailleurs de l'être humain. Participer à quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui est plus grand que lui. Avoir un grand combat, un grand idéal, un grand objectif pour lequel il travaille dans sa vie. Et il se trouve que l'Afrique a été pour moi la résolution de cette équation. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Sinon, vous ne seriez pas abonné à cette chaîne, vu qu'ici, je promeus l'entrepreneuriat et le retour en Afrique pour faire du business. Et je tiens vraiment, vraiment à interpeller les uns et les autres, à vous dire qu'il n'est pas trop tard. J'ai commencé à faire du business en Afrique de manière très petite, avec de très petites sommes. Et au fur et à mesure, l'appétit venant, j'ai commencé à agrandir les sommes avec lesquelles je fais du business. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Voilà pourquoi je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs et que vous tombiez aux mêmes endroits. Parfois, on se dit, mais pourquoi vendre des formations? Tout est disponible sur Internet. C'est archi faux. C'est archi faux. Les expériences que l'on vit, les pièges dans lesquels on tombe ne sont pas disponibles sur Internet. Il faut quelqu'un qui est passé par là pour vous les expliquer. Voilà pourquoi je crée un événement qui s'appelle Afrique et Diaspora, Back to Africa, qui contribue à vous donner les clés dont vous avez besoin pour rentrer faire du business en Afrique comme moi. Faire du business en Afrique est rentable et est même très rentable. Tidjane Thiam a d'ailleurs dit il y a de cela quelques temps que si on veut faire x100, on va à la Silicon Valley. Si on veut faire x1000, on va en Afrique. Pour dire que l'Afrique est tellement plus puissante en termes de rentabilité. Et chaque jour, il parle à des investisseurs à qui il tient le même discours. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire que l'Afrique est réellement une terre d'opportunités, et ce dans tous les secteurs. Peut-être que vous vous demandez dans quel secteur entreprendre en Afrique. En réalité, la plupart des secteurs sont encore ouverts et disponibles. La plupart des secteurs vous tendent la main et vous attendent pour venir les développer. Quelqu'un a dit un jour, un ami à moi, qu'en Afrique, la question du secteur n'importe même pas. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais bien, sérieusement, de manière professionnelle, tu vas gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je suis dans l'agriculture. Est-ce que je suis ingénieur agronome à la base? Non. Aujourd'hui, je suis dans la restauration. Est-ce que je suis un hôtelier à la base? Non. Aujourd'hui, je suis dans l'automobile et la location. Est-ce que je suis dans des formations automobiles? Non. Aujourd'hui, je suis dans la construction, la promotion immobilière. Est-ce que je suis de formation ingénieur en génie civil ou architecte? Pas du tout. On peut donc apprendre et se lancer. N'ayez aucun blocage. Les blocages, c'est là qu'on les met. Les blocages, c'est dans les diplômes parfois qu'on les met. Ne vous sentez bloqué par rien du tout. L'Afrique vous appelle. Les opportunités y sont nombreuses. Et n'écoutez pas ce que l'on vous dit à gauche, à droite. Et si vous suivez l'actualité, vous constatez bien que l'Afrique est un moment charnière de bascule. Parce qu'en ce moment, toute l'attention du monde est fixée sur l'Afrique. Tout le monde pense à l'Afrique. Tout le monde veut se lancer en Afrique. Mais les derniers qui y croient, c'est la diaspora. Parce que chaque fois que je rentre sur le continent africain, je rencontre des Indiens, je rencontre des Philippins, des Pakistanais, des gens qui viennent de partout dans le monde pour venir faire du business en Afrique. Ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent pas la culture. Mais nous, la diaspora, on trouve des prétextes à gauche, à droite pour dire non, tel a fait ci, tel a fait ça, pour ne pas y aller. Les amis, allons-y. Et je vous invite massivement à venir participer à Back to Africa, le forum que j'organise à Paris 30 septembre, 1er octobre cette année, afin de vous donner toutes les clés nécessaires pour réussir, vous aussi, vos investissements en Afrique. Pendant cette édition de Back to Africa, j'invite plusieurs entrepreneurs qui ont des success stories à l'africaine à venir vous raconter comment ils ont bâti leurs empires. J'invite par exemple Bambalo qui vient du Sénégal pour vous expliquer comment il a réussi à bâtir PAPS. Au début, Bambalo faisait un call center à Montreuil, à quelques mètres d'ici. Il faisait un call center. Aujourd'hui, il est CEO d'une boîte qui embauche énormément de personnes et qui est valorisée à plusieurs dizaines de millions de dollars en quelques années seulement. Vous pensez que c'est parce que Bambalo est un génie de la dernière espèce? Non, il a juste cru au potentiel de l'Afrique. Il est rentré, et tenez-vous tranquille, quand il est rentré au départ, c'était même pas pour faire PAPS. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous raconter la fabuleuse histoire derrière Bambalo, pour que vous compreniez à quel point ce continent regorge d'opportunités et comment vous aussi, vous pouvez les saisir. Prenez vos places.
C'est encore possible et aujourd'hui se termine la promo à moins 45%. Si vous ne prenez pas votre place aujourd'hui, la promo à moins 45%, vous ne la trouverez plus. J'ai créé une formation que j'accompagne en bonus pour ceux qui vont prendre leur place aujourd'hui. Dans cette formation, je vous explique comment obtenir ces financements en Afrique. Si on veut faire de grandes choses, on a besoin de la banque, on a besoin d'être financé. Et dans cette formation, non seulement je vous explique pourquoi et comment obtenir les financements, mais en plus, je vous donne les contacts de plusieurs banquiers sur le continent auprès desquels vous pourrez aller de ma part et qui vous aideront à lancer vos projets. L'argent ne doit donc pas être un blocage. Venez à Back to Africa. D'ailleurs, j'invite plusieurs banquiers, tels Jean-Claude Tipama, qui nous viendra de la RDC, pour vous expliquer comment faire pour financer des projets. D'ailleurs, Jean-Claude Tipama l'a dit sur mon média, il cherche des personnes à financer. Donc les amis, pour prendre votre place, c'est maintenant qu'il faut y aller. Le site, c'est afrique-diaspora.com. Vous avez le lien dans la barre de description. Prenez vos places maintenant. Vous allez avoir non seulement la réduction de moins 45% qui s'achève aujourd'hui, mais en plus, vous allez avoir la possibilité d'avoir une formation gratuite sur les financements. Bénéficiez-en dès aujourd'hui. Cette formation n'est disponible que pour les personnes qui prennent leur place pour Back to Africa, édition 2023. Allez-y donc maintenant. Faisons de cet événement un franc succès. C'est notre événement pour faire bouger les choses sur le continent. À très bientôt.